Si le founder qui code pas à 90% des parts et le founder qui code à 10%, c'est un énorme red flag. Pour moi, la tech, c'est vraiment en fait, c'est accessible, tu vois. C'est un truc où, en fait, enfin, ça ouvre à tout le monde. En fait, ils ont juste pris un truc gratuit qu'on avait lancé en 2016 et en 2020, ils ont dit maintenant c'est payant. Et ils sont passés de 0 à 150 millions de dollars par an de revenus en 12 mois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité qui est Solomon Aix. C'est Solomon ou Salomon? Parce que c'était un gros débat Comme entre tu nous. veux. Pile ou face. Moi, je dis toujours Solomon. Donc voilà, Marwan, etc. Écoute, Solomon, on est très, 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 très content de t'avoir parmi nous. Je crois que je ne te l'ai jamais vraiment dit, mais tu fais partie des gens qui ont donné envie de rentrer dans la tech, parce qu'on s'est connus quand j'étais à Epitech. On en parlera, etc. Et qui m'a donné envie de rentrer dans l'entrepreneuriat avec toi. Il y avait Bruno Lévesque de PrestaShop. Il y avait aussi également le gars de Melty. En fait, je vous faisais venir pour faire des conférences et du coup, j'écoutais vos trucs et ça me faisait un peu rêver. Du coup, toi, tu as monté Docker, qui en fait aujourd'hui est un indispensable pour tous les devs dans le monde. Et donc, on aimerait bien avoir un peu, que tu nous dises un peu qui t'es, d'où tu viens, c'est quoi Docker et c'est quoi ta boîte aujourd'hui, parce qu'après une grosse boîte incroyable, tu as décidé de remettre le couvert et ça m'intéresserait. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on remet le couvert alors qu'on a déjà notre boîte? Très bonne question. Je me pose aussi la question. Du coup, vas-y, on te laisse. C'est chill ici, quoi. Vas-y. Ok, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, moi c'est Salomon. Je suis le founder de Docker, donc qui était mon projet pendant 10 ans, de 2008 à 2018, en gros. Et maintenant, je suis le co-founder d'une autre startup qui s'appelle Dagger.io, qui est un peu la continuité. C'est aussi des outils de développement. C'est du CI/CD pour ceux à qui ça parle. Donc, c'est un peu la saison 2 de la saga Docker, on va dire. Et avant Docker, j'étais élève à Epitech, donc j'étais promo 2006. Je pense que c'était la première promo complète qui a fait 5 ans. Et avant ça, j'étais un lycéen, informaticien, geek, bidouilleur, qui voulait pas avoir à faire de prépa et faire 2 ans de maths et de physique avant de toucher un clavier, et qui était très content de découvrir Epitech. Et qui avait promis à ses parents de aussi s'inscrire à la fac en plan B, mais qui en fait l'avait pas fait. Et puis avant ça, j'ai grandi en France, mais j'ai une famille un peu internationale, un peu bizarre. Je suis né aux États-Unis, d'un père américain et d'une mère québécoise. Parents musiciens, artistes, un peu hippies, et qui ont déménagé en France quand j'avais 3 ans. Parce qu'ils ont bénéficié d'un échange d'artistes entre les États-Unis et la France. Donc, il y avait une bourse pour qu'ils bougent en France, pardon. Mon père parlait pas un mot de français, mais il y est allé, quoi. Okay. Et voilà, toute ma famille est restée en France. Moi, j'ai grandi dans le système français, mais parlant aussi anglais, quoi. Et puis, je suis parti en Californie pour faire marcher la start-up qui deviendrait plus tard Docker, parce qu'en France, je galérais pas mal, quoi. Et justement, j'aimerais bien parler de ça parce que Epitech. Ok, je peux. Non, mais j'allais juste dire, parce que tu sais, dans notre audience, c'est pas tous des techos, et donc ils savent pas à quel point Docker c'est quand même un truc de zinzin. Parce qu'en vrai, t'as inventé les containers. Tu sais, c'est grave, les invités qu'on a, ils sont un peu humbles et tout, en mode ouais, j'ai fait Docker, j'ai fait ça. Mais c'est un truc de baiser quand même, tu vois. Alors, t'as fait une boîte qui a changé, entre guillemets, qui a révolutionné quand même l'industrie. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai un peu le feeling. T'as des boîtes comme je crois Google, Amazon, enfin tous les géants de la tech utilisent du coup c'est une norme, on appelle ça comme ça. Ouais, en fait, on a créé un standard pour packager. La version courte, c'est qu'on a créé un standard pour packager le software avant de le déployer dans le cloud, quoi. Donc toute la partie cachée, invisible, qui tourne en ligne des applications, quoi, ce qu'on appelle le back-end. Ça tourne sur des serveurs. Faut les déployer sur ces serveurs, c'est super compliqué. Et on a créé un standard pour simplifier le système, quoi, pour que tous les outils, tous les fournisseurs, tous les hébergeurs, tout l'écosystème nécessaire pour déployer ces applications-là se mettent d'accord sur un format. Et donc c'est nous qui avons créé le format. On a ouais.
on a convaincu tout le monde de s'en servir. Il y avait un peu d'astuces dedans pour les, pas comme s'ils voulaient, mais on les a un peu trick et ouais, forcé, filouté quoi. Donc ça veut dire Et qu'on donc peut évangéliser un marché, tu vois. Tout le monde dit qu'on peut oui, pas évangéliser là un marché. Ça veut, ça prend 10 ans. ça veut surtout dire qu'on peut forcer. Moi, je sais pas si c'était, ouais, Ouais, si on c'était avait, huge, mais en fait, surtout on peut forcer Google à faire un truc, genre. ouais, et puis surtout, en fait, dans notre domaine, donc DevOps, le cloud, ce segment-là de l'informatique, typiquement, c'est très marqué par, c'est un écosystème, c'est un, comment dire, pas une mafia exactement, mais il y a beaucoup d'anciens de Google, d'anciens d'Amazon, beaucoup de gens qui ont déjà un réseau et une expérience et une autorité d'une manière ou d'une autre, et qui, dans la foulée, font une start-up ou lancent un outil et en impact énorme, mais en capitalisant sur un bagage existant. Nous, on a débarqué de zéro, quoi. C'est-à-dire, on était les Français qui sortaient d'Epitech pratiquement. On était jeunes, on n'avait pas beaucoup d'expérience, on n'était pas américains, ce qui compte. On n'était pas de la Silicon Valley, on n'avait pas fait les écoles, on n'avait pas fait les boîtes, on n'était pas dans le réseau. Et on a complètement on a mis le bordel dans l'histoire, quoi. Et ça, c'est une fierté pour moi parce que C'est ouf. ça veut dire que c'est possible, quoi. Mais bon, c'est plus compliqué. Ça met plus de temps. Bah, du coup, Bref. en fait, justement, ça m'intéresse de savoir en fait pourquoi tu disais à chaque fois, et ça tu me l'avais déjà dit plusieurs fois dans les conférences où je t'ai vu en parler, c'est pourquoi c'était pas possible de le faire en France. Parce que je sais que tu as quitté Epitech, du coup France pour aller développer ton projet. En tout cas, tu es parti aux États-Unis. Pourquoi Ouais, c'était en pas possible de le 2010. faire? Ouais, et pourquoi c'était pas possible de le faire? D'ailleurs, bon, après Epitech est une école un peu spéciale, hein, ça vous arrange, tu peux finir plus tôt, tu peux faire des arrangements, etc. Parce que peut-être que les gens qui ont des backgrounds un peu classiques t'acceptent pas. C'est un peu comme 42, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout du cursus. Qu'est-ce qui fait que tu es parti? Tu t'es dit non, en fait, c'est pas possible que j'y arrive. Bah, alors déjà, j'ai fini Epitech en 2006 et ensuite j'ai fait quelques boulots. J'ai commencé ma carrière, on va dire. Et puis assez rapidement en 2007, fin 2007, j'ai quitté mon boulot. J'étais parti dans un job en Californie en fait. Et j'ai quitté ce boulot pour me lancer et lancer ma propre boîte. Et donc dans 2008, j'ai commencé en France. Ok. Et 2008, 2009, donc 2 ans, on va dire, bien tassé de essayer de faire marcher ma startup de containers en 2008-2009. Donc c'était un peu trop tôt, on va dire. Euh, et effectivement, j'ai jamais réussi. Et ce qui m'a sauvé, c'est qu'en 2010, j'ai été pris dans un programme qui s'appelle Y Combinator, Mmh. qui avait déjà quelques années, qui n'était pas aussi énorme qu'aujourd'hui, mais qui commençait à avoir une réputation quand même. Ils faisaient 35 startups à la fois, à peu près. Maintenant, ils en font 200 ou plus. Mmh. Et C'était en donc, physique à c'est l'époque. comment? Oui, c'était complètement en physique. Ouais. Il fallait se déplacer en personne, complètement. Et on a été pris. Et donc le deal, c'était vous venez à Mountain View, donc dans la Silicon Valley, et pour un programme de 3 mois, et on vous donne, attention, on vous donne 17 000 $, Ah, et c'était pas surtout parce que vous. maintenant c'est Ah ouais, non, 135 non, 000 rien à dollars. voir. Oui, Aujourd'hui, oui, c'est c'est 135 même 000 dollars. 500 000. Ouais, non, en tout, c'est 500 000 maintenant. Ok. Je sais plus comment c'est, c'est en deux parties. Enfin, maintenant, c'est vraiment le deal du siècle, quoi. Mais à l'époque, l'argent n'était pas le plus important. Enfin, c'était cool, c'était symbolique. Et moi, j'avais pas 17 000 $ dans mon compte en banque, de toute façon, mais c'était surtout que c'était une porte qui s'ouvrait. On connaissait personne, on avait zéro connexion, zéro accès. Moi, je connaissais personne qui avait bossé dans une startup, ou fait une startup, ou financé une startup, ou même bossé dans une boîte de produits logiciels à l'américaine, tu vois. Peut-être Mais j'avais du coup, un copain qui avait eu un stage, je sais pas moi, chez Dassault Systèmes, peut-être, mais c'était moi autour de moi, c'était SS2I, certification ouais, Cisco, ok. certification Oracle, Windows Server, Mais etc. du coup, comment t'entends parler de YC? Puisque vu que t'as l'air d'être hyper loin du délire startup, Ouais. genre YC, c'est quand même le truc où il faut un peu Ouais, bah liguer ma le fenêtre truc. c'était j'étais quand même intéressé par le monde de la tech et le monde Ok. des startups. Donc je lisais des blogs. À l'époque, il y avait le blog de Marc Andreessen, je me rappelle, Pmarka. Il y avait le blog d'un VC qui s'appelle Fred Wilson je me rappelle plus du nom de son fonds, mais qui est à New York d'ailleurs lui.
Et il y avait Hacker News, évidemment. Et donc, Y Combinator était quelque chose que je connaissais. Ok. C'est juste qu'il y avait une fenêtre. Il n'y avait pas de porte, mais il y avait une fenêtre. Tu pouvais regarder par la fenêtre. Et il y avait rien d'équivalent à cette époque-là, je crois, en France. Il y avait rien. Le seul truc, Mais c'était même The pas en Family, rêve. mais ça Moi, existait j'ai pas. fait Il y avait même pas moi, ça. j'ai fait un incubateur à l'époque. J'ai fait un incubateur qui était super, mais qui était super pour le modèle classique d'entrepreneuriat. C'était l'incubateur de l'école Advancia. Et je l'ai fait. Et donc, c'est un programme de, je sais plus, c'est 3 mois, mais c'était pas du tout tech. C'était pas du tout start-up. Il y avait pas d'écosystème start-up en France du tout à l'époque. Il y avait rien. Et donc j'ai appris, c'était super intéressant d'autres manières, c'est-à-dire j'ai appris les bases de démarcher, les process HR. Et il y avait un système de financement, c'est-à-dire il y avait un accompagnement pour lever de l'argent auprès des business angels. Et à la fin, il y avait une grande présentation, une sorte de démo day, et tout le monde a levé sauf moi. Parce que moi, je suis arrivé et j'ai fait une présentation sur le cloud computing, qui à l'époque, c'était le concept du cloud, c'était super bleeding edge, d'accord? Et le système des containers, ça n'existait même pas. C'était une technologie obscure. Il y avait peut-être 100 ingénieurs dans le monde qui savaient de quoi on parlait, quoi. J'exagère un peu, mais c'était du bleeding edge sur du bleeding edge. Même aux États-Unis, c'était bleeding edge. Donc je donnais cette présentation-là. Et puis je me rappelle, tout le monde avait applaudi, genre, waouh, c'est super, j'ai appris plein de trucs. Et puis, ok, mais c'était l'époque il y avait les incentives là où c'est peut-être pareil encore, mais à l'époque, le gros truc, c'était, tu pouvais avoir une déduction sur l'impôt sur la fortune si tu investissais dans une petite entreprise. Ah, yes, ouais. Et je donc, crois que c'est- il y avait des agrégateurs qui allaient démarcher et qui donc collectaient ces pactoles et puis orientaient les investissements, quoi. Mais pas vers nous. Voilà. T'étais Donc, trop tech. ouais. Trop tech. Ok. Du coup, tu t'es dit, fuck, on va à YC. Bah, on a envoyé le formulaire. On essaye d'aller à YC plusieurs fois. On n'a pas été pris au début. Et Ok. après, c'était un peu la dernière bouée de sauvetage parce que moi, j'habitais chez ma mère. Je me payais pas. On faisait des prestats Ça, je me sur le souviens. côté. Je me souviens que tu disais ça, parce que quand on a la première conférence que tu avais fait, et donc ça, c'est une réponse pour Marwan et pour tous les autres qui nous écoutent, je me souviens que tu avais dit, moi je faisais des prestations, tu étais freelance en fait pour pouvoir faire vivre en fait Docker. Donc en Oui, fait, oui, c'est possible, tu vois. c'est possible, Ouais, mais c'est c'est possible. super difficile parce que ce qui se passe, c'est que Voilà. en fait, ça bouffe tout ton temps. Parce que la presta, je vais pas dire, Merci. je vais pas dire que c'est facile de faire un super business de presta. Je pense vraiment que c'est un art de faire un business de consulting vraiment bien. Mais c'est en général, c'est possible de se trouver des clients. Ouais. Et en général, de mon expérience, le problème, c'est rarement que tu trouves aucun client. C'est que tu n'as plus de temps pour autre chose parce que tes clients, ils veulent toujours plus de temps. Et après, en C'est comme si général, les problèmes, c'est trouver des clients qui sont fiables et qui te causent pas de problème et augmenter tes prix pour que ton temps, enfin pour que ça marche quoi, tu puisses scaler ton business. tu décorrèles Euh, le temps, de voilà. l'argent Mais pour nous, pouvoir passer plus de temps sur le SaaS. ouais, c'est ça. Donc, tu as plein de problèmes liés à créer un business de consulting et de freelance qui est pas du tout un business de startup, mais c'est une voie. Il faut des consultants dans le monde. Hein. Mais par contre, si le plan, comme nous on disait, c'était faire du consulting temporairement pour bootstrapper un business produit logiciel, l'énorme problème, c'est que plus ton business consulting crée du financement, plus il te bouffe le temps qui va avec, et donc tu t'avances jamais sur le produit en fait. Et ça, c'était Ok. notre problème numéro un. Du coup, tu penses que bon, rien n'est impossible, mais en vrai, c'est le truc. Enfin, là où du coup, tu as réussi à faire péter Docker et où Docker a commencé à fonctionner autre, c'est quand tu as pu te mettre entre guillemets à 100% dessus. Ah ouais, complètement. Mais en même temps, Donc, notre cheminement je me pour fourre un arriver peu. à plein temps, il nécessitait dans notre cas, il faut amorcer la pompe. Donc je pense que Ouais, ouais, bien sûr. dans notre cas, ça aurait été difficile de passer directement de j'ai un boulot plein temps ou je sais pas, je suis au chômage à bidouiller à, j'ai un Tu investissement montes une boîte. parce que quand on a été pris à Y Combinator, on avait déjà des prototypes qu'on avait bidouillés sur le temps qu'on avait réussi à gratter. Et à un moment, moi, j'avais pris la décision d'arrêter le consulting et de simplement d'aller all-in, c'est-à-dire, OK, on a tel coussin, on a telle équipe,
on avait 2 employés, les stagiaires, quoi, d'Epitech aussi, plus moi et mon associé de l'époque, Kamel. Et on se Donc vous payait étiez plus. deux, Nous, on était deux, 2 et 2, donc deux 4, on va dire. founders, Ouais, c'est ça. À que des l'époque, techs. tous tech, ouais, ouais. Je pense qu'on était Ok. peut-être 5 en tout, donc 2 founders et 3. Et d'arrêter le consulting, de faire avec ce qu'on avait, et puis ensuite, quand ça s'arrête, tant pis, parce que moi, j'en avais marre, quoi, du consulting qui bouffait tout. Et en fait, le pire facteur, c'était que Kamel, mon associé de l'époque, était tellement fort que tous les clients voulaient toujours 100% de son temps. Et en plus, à l'époque, notre client principal, c'était à l'étranger. Et donc, il partait en mission et le client le chopait et en fait, il disparaissait, mais c'était horrible. Donc, moi, concrètement, j'étais tout seul et c'était super stressant. Donc, on avait dit, OK, on arrête, all in. Et sur un coup de bol énorme, on a été pris, quoi. Ok. Voilà. Et t'as été pris Bon, à du coup, je YC? me fourvoie pas, Laetitia. Non, Tu parce vois, que t'as tu me raison. Non, dis, mais en même temps, c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a toute cette littérature là qui dit aujourd'hui, tu peux être solopreneur ou même tu peux ouais, aujourd'hui développer, créer, faire du freelancing. Ensuite, à côté, créer ton SaaS, faire exploser ton SaaS, etc., etc. Et en fait, en réalité, quand après les gens ils sont vraiment honnêtes, ils te disent c'est pas possible. c'est compliqué en fait. C'est- Donc c'est intéressant en fait d'avoir ton Ouais. retour d'expérience, de dire, il faut te Ouais. focus. C'est 2 métiers différents aussi d'être bon sur la partie Bah ouais, de consulting ouf. et en surtout, même si tu temps. montais Pas deux la boîtes, même époque, hein. Mais, À l'époque, mais t'avais une pas remarque vraiment importante. de concurrence, hein. Donc, T'as dit quoi? Comment? bah, si à l'époque, t'étais déjà contraint de faire ça, avec la concurrence de maintenant et avec le nombre de SaaS qui Ouais. pètent de partout, bah, t'as une compétition encore plus véloce qu'avant, donc qui justifie encore plus d'y passer du Mais temps, quoi. Tu sais, c'est devenu vicieux en plus parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en mode non, mais en plus, monter un SaaS, vas-y, ça y est, fais du no-code, t'abuses. Genre, tu sais, on te rejette la faute sur toi en mode ah, frérot, fais du no-code. En vrai, ça n'a pour 2 minutes à faire un SaaS. Tu demandes à ChatGPT, il va te le coder. Et donc, on te rejette encore plus la faute de maintenant, tu peux être freelance et monter des SaaS et faire des millions et être un solopreneur incroyable et stylé et tout. Alors qu'en vrai, genre, franchement, moi, je connais 2 solopreneurs, je crois, tu vois, qui font de l'argent et c'est hardcore. Et c'est souvent des techs qui ont le temps justement de dev leur propre truc. Quand t'es pas un tech, que tu dois dev un produit, que tu dois faire du free, et en vrai c'est un enfer. Et puis même, franchement, tu prends un exemple, franchement, il va jamais écouter ce podcast, donc je peux le dire, mais moi je suis assez fan de Peter Levels. Tu vois, j'étais fan, c'était un peu un modèle pour moi, je sais pas Solomon, tu le captes, qui était vraiment genre, je suis un tech, je fais mes 5 millions tout seul, mais quand tu regardes la tête de ses SaaS, tu te dis, il passe pas beaucoup de temps, quoi. Genre, tu te dis, en fait, mec, il drop un truc comme ça, il fait beaucoup de contenu et c'est pour ça qu'il fait de la thune, quoi. Bref, du coup, justement, t'es pris chez YC. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait que ensuite, tu arrives à faire en sorte que ça pète et justement, aujourd'hui, quels sont les apprentissages que t'en tires pour un founder ou même pour toi, parce qu'aujourd'hui, tu as Dagger, quoi, qui est une nouvelle boîte, quoi. Bah, ouais. Bah, moi-même, j'essaie de tirer les leçons de ma première boîte pour aider la deuxième. C'est pas toujours facile, mais c'est pas toujours facile parce que c'est très difficile de généraliser, en fait. C'est pour ça que même dans tout ce qu'on vient de discuter, moi, j'ai du mal à sauter le pas entre, pour moi, ça s'est passé comme ça et ça se passera toujours comme ça pour tout le monde. Et c'est le cœur du problème, c'est que même à l'époque, je me rappelle, je lisais des blogs, j'essayais d'avoir des retours d'expérience, quoi. Et même ensuite, avec l'aide de Y Combinator, j'avais accès à des angels, des entrepreneurs, des investisseurs qui eux-mêmes avaient leur expérience, mais c'est toujours le même problème. Eux, ça a marché comme ça pour eux, mais dans cette expérience-là, qu'est-ce qui se généralise et qu'est-ce qui est unique à eux? Bah, personne sait. Et donc, t'es obligé de le découvrir par toi-même. Et franchement, ça, c'est un problème universel pour tout le monde. Même pour sa propre expérience. Ah, ça a super bien marché. Mais pourquoi? On n'est pas sûr. Parce est-ce que c'est vraiment un problème universel? C'est pour ça que la seule vérité universelle, c'est qu'il faut toujours se méfier des prononcements généralisés ultimes. Parce que si moi j'arrive pas à généraliser, je pense que les thought leaders aussi ont du mal. C'est juste que peut-être qu'ils n'ont pas l'honnêteté de dire ça s'applique pas à tout le monde. Mais donc, avec ce gros astérisque, je vais essayer de répondre à ta question. Pour nous, Y Combinator, ça a tout changé parce que on est tout seul, loin de tout, pas d'accès au financement, pas d'accès au mentoring, personne comprend ce qu'on fait, tout le monde s'en fout, etc., etc. Ok, on a un pied dans la porte, quoi. On est dans la place,
on est entouré de gens qui font des startups, on est mentoré par des investisseurs qui ont investi dans plein de startups, etc., etc. Et on a continué à galérer de toutes sortes de nouvelles manières, mais c'était vraiment le jour et la nuit pour nous, quoi. Après, on était un cas extrême d'isolation. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut faire plus depuis la France déjà, clairement, parce que l'écosystème est pas du tout le même. Euh, voilà. Mais donc nous, ta question c'était quoi exactement? C'était ouais, comment ça s'est passé, quoi. Ouais, C'était en fait, une non, question assez ouverte. comment t'as réussi à faire péter Docker aujourd'hui? C'est-à-dire que t'as Y Combinator, mais Y Combinator, on va dire que c'est le coup de pouce. Ouais. Après, en fait, je pense que c'est quoi? C'est C'est parce que t'as levé des fonds? C'est parce que justement, c'était les conseils que t'as eus? C'est parce que finalement, t'en sais pas vraiment grand-chose. C'est juste ton product, t'avais un product market fit et bon timing, tu vois, t'es arrivé au bon La moment. question, c'est plus par rapport à ce que tu as répondu, c'est est-ce qu'avec l'expérience, on a retiré des leçons et tu arrives parce à que voir t'en as peut-être maintenant retiré. avec les reculs en mode est-ce que tu as capté pourquoi, enfin, Ouais. ce qui est reproductible ailleurs et du coup des grosses leçons que tu pourras retirer sur le business au sens large, ou finalement tu restes dans le même état d'esprit de ça a marché pour moi, mais me demandez pas comment j'ai marché, quoi. C'est en fait, Non, ça, si quand même, il y a déjà, on avait vraiment besoin de mentoring. Et donc, on a appris des choses super importantes qui ont complètement changé notre trajectoire. Et ça, cette leçon-là, elle s'applique pour le profil, disons, qu'on représentait à l'époque, qui étaient des vrais techos de chez Techos, très techniques, experts dans un certain domaine sans savoir qu'on était experts, et avec aucun sens de comment faire un produit et comment faire une startup à partir de la tech. Donc on avait la tech, mais on n'avait pas la méthodologie startup. Et YC ont plus ou moins inventé la méthodologie startup moderne, quoi. Et à l'époque, ils nous l'ont inculqué d'une manière super utile pour nous. Et le condensé du truc, c'est tu peux faire toute la technologie que tu veux, mais si tu règles pas un problème concret pour un groupe de gens qui existent, eh ben ça sert à rien ta techno, voilà. Et donc à partir de là, t'as une méthodologie qui marche, qui est de parler, toujours parler à des utilisateurs, pas repousser le moment où tu testes ton truc dans la réalité, toujours aller super vite, avoir des boucles d'itération hyper rapides, et puis prendre des raccourcis, c'est-à-dire ton produit il automatise pas encore tout, bah c'est pas grave, tu le fais à la main pour valider qu'il y a la demande, et ensuite s'il y a la demande, bah t'automatiseras au fur et à mesure, et voilà. Donc nous en fait on avait un besoin énorme de cette méthodologie-là, et quand on l'a appliqué, ça a pas du tout amené un succès instantané. En fait, ça a mis 3 ans de plus avant que Docker vraiment décolle. Donc on était encore assez loin. Ouais. On a Donc fait en fait, ça dure quasiment 5 Parce que ans. YC, ça dure combien de temps? 3 mois. ici ça dure Mais- le programme dure 3 mois. Ouais. Et après Ah il ouais, te donc lance en dans la fait, nature, et après tu il continues, quoi. t'inculque la méthodo, il te mentor, après t'as la communauté et tout, j'imagine. Mais donc ces 3 mois-là, ils sont intenses, ça vous met dans les bons rails. C'est ça. Mais c'est pas Exactement. genre, tu sors de YC, t'as levé, boum, let's go, le succès. En fait, ça a duré 3 ans en plus. Parfois ça arrive comme ça. Il y en a où ils sortent et boum, ça cartonne direct, mais il y a de tout. Et nous, ça nous a mis sur une trajectoire c'est indéniable, sans laquelle on n'aurait jamais réussi. Mais après, cette trajectoire elle-même, elle contenait encore toutes sortes d'embûches. Ça nous a juste ramené au niveau, on va dire, où c'était possible. On était à peu près dans les rails d'une startup, quoi. Avant, on était tellement loin derrière tout le monde. Genre, on connaissait rien à rien. Ça nous a ramené au niveau, on va dire, des founders qui sortent de Stanford, qui ont bossé dans 2 startups avant. Ils ont fait leur stage à Google et machin. Ils baignent déjà dans le truc. Nous, on baignait dans rien du tout. Et disons que ça nous a permis d'être dans ce jus-là. Ça nous a donné les armes, quoi. Ça nous a donné une chance. Et après, même armé de ces chances-là, on a galéré pendant 3 ans de plus. C'est intéressant, ça veut dire que vous aviez le bon produit déjà, c'est juste que vous aviez pas la bonne méthode Même pas. ou même le produit. Non, on avait juste, non, on avait rien. On avait la tech. La bonne idée. On avait la tech, et on avait, on va dire, la vision d'ensemble du potentiel de cette tech. Ok. Voilà. Ah ouais, donc après ça s'applique à nous. Pas le produit. Ça s'applique à notre cas où on est des founders, on va dire deep tech ou très très tech. Ça s'applique. Je pense pas que tout ce que je dis, ça s'applique
à des founders qui font du SaaS où la valeur ajoutée, elle est principalement dans régler un problème business, dans l'exécution de l'interface du produit, ou tu vois, si tu fais une application mobile consumer, ou si tu fais un play B2B où tu prends, de nos jours, là, il y a la moitié des startups YC, c'est, tu prends un process super compliqué dans les entreprises et tu le rends 10 fois plus simple avec les AI, et boum, tu traces, t'exécutes plus vite que les autres, quoi. Ça, c'est pas du tout notre niche de startup. Mais la méthode dans l'ensemble reste la même. Faut parler au user, faut exécuter vite, faut tracer, faut prioriser comme un fou, etc., etc. Du coup, vous aviez pas le bon produit, comme tu dis, vous aviez juste la tech et vous aviez pas les bonnes méthodos. Et pourtant, genre YC, ils se sont dit, il y a un truc, on les prend. Parce que surtout, c'était des bases de 35. Oui. Ça, c'est incroyable. Bah oui, et ça, c'est une des recettes du succès de YC. C'est que, en fait, ils se forcent à pas toujours faire que des paris sûrs. Et d'ailleurs, en interne, c'est un sujet permanent. Je sais parce que j'ai bossé à YC temporairement entre mes deux startups. Ils m'ont invité très gentiment dans un programme où ils invitent des entrepreneurs à venir découvrir qu'ils aiment pas être investisseurs, en gros. Mais c'était super. Et donc, j'ai vu un peu l'envers du décor, et c'est un des sujets qui revient encore et encore, c'est comment on s'assure de pas s'endormir sur nos lauriers. Parce ils ont un deal flow tellement monstrueux que s'ils voulaient ne plus jamais prendre aucun risque, ils pourraient, sans problème. Mais c'est pour ça que je disais, faut y aller. Ouais. Moi, je pense qu'il faut y aller. Mais en fait, c'est-à-dire pour Marwan, genre vas-y. Ouais, en fait, parce qu'en fait, moi, en je suis en gros, train de monter un projet, mais... on entend beaucoup de gens dire. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui sont à YC, ils n'ont pas de produit qui marche super bien au départ. Tu vois, c'est pas la folie en fait. J'ai l'impression que ça a été un déclencheur. Alors peut-être un peu, il faut quand même qu'il soit plus avancé peut-être que toi, tu étais peut-être, j'en sais rien, avancé à ton époque parce que encore une fois, il y a plus de concurrence. Mais j'ai l'impression que c'est pas des attendus comme il peut y avoir dans certains fonds, tu vois, où on va te demander en fait d'être hyper avancé, que tu sois super clair sur ta vision à 3 ans, 5 ans. J'ai l'impression que voilà. D'ailleurs, en plus, je crois que l'entretien il dure 10 minutes. Donc en 10 minutes, enfin tu vois, ça va super vite quoi. Tu racontes pas. En fait, ils te jugent pas en fait. C'est en mode, il a l'air smart, il a une petite vision sympa. En fait, c'est pas qu'ils placent la barre plus bas. Au contraire, je pense qu'ils placent la barre plus haut de plein de manières. Tellement, mais ils sont dans une situation où ils ont tellement de candidats incroyables qu'en fait, le dilemme souvent, c'est qu'ils ont moins de place. Ils peuvent faire tous les classements qu'ils veulent. À la fin, tout en haut de leur classement, il y a plus de startups qu'ils ont la place. Donc, parfois, ils se retrouvent à dire non à des startups où, objectivement, c'est presque random parce que simplement, ils peuvent pas dire oui à tout le monde. Donc, tu te dis, ok, c'est ça la barre, c'est un peu stressant. Tu te dis, waouh, c'est sûr que moi, pauvre founder, avec tous mes défauts que je connais, j'ai aucune chance. Mais c'est juste que leur barre, elle est différente des investisseurs classiques. Et avec le temps, je pense que ils ont été beaucoup copiés, quoi. Ils ont un peu défini le modèle. Donc maintenant il y a de la concurrence, mais leur barre c'est pas la sécurité en fait. C'est pas ok. Ils veulent pas réduire le risque au maximum pour eux. Ils veulent maximiser le potentiel de succès maximum à partir des critères que eux pensent sont importants. Et pour eux les critères importants c'est comme tu dis c'est les founders eux-mêmes et spécifiquement leur expertise du domaine, leur capacité à bouger super vite et leur capacité à réfléchir aux problèmes, à réfléchir aux problèmes d'une manière, voir le problème d'une manière différente, mais surtout bouger vite. Et après, ils ont des critères comme, par exemple, s'il n'y a pas d'ingénieur du tout, ils sont très tech, donc s'il y a personne qui est technique au sens qui code, c'est pas impossible, mais la barre est encore plus haute. Et il y a d'autres choses comme par exemple ils cherchent des équilibres entre les founders ou par exemple si tu peux avoir le founder qui code pas, si le founder qui code pas à 90% des parts et le founder qui code à 10%, c'est un énorme red flag vraiment. Il y a plein de trucs qu'ils ont appris au fur et à mesure, mais après ça va de kids qui sortent d'école et qui bidouillent des trucs avec l'AI, tu vois. C'est vrai qu'il y a aussi des startups, tu vois leurs chiffres, le jour où ils commencent YC et t'as le FOMO quoi. Ouais, on a fait 2 millions le mois dernier, là on fait 4 millions, ça se passe plutôt bien. Et vous avez tout? Bah on va pivoter mais on sait pas encore à quoi. Donc, c'est un mélange intéressant quoi.
la grosse diff, ça a été en fait, c'est pas qu'en France on n'a pas compris ce que tu voulais faire, c'est qu'ils ont pas pris le risque de te laisser faire ce que vous vouliez faire. Ou j'ai un peu ou alors je me trompe, ou même en France ils n'avaient pas compris du tout. Nous, ah oui, Avec alors, nous, Docker. en fait, on était tellement loin qu'il y avait pas, il y avait pas d'institution en place pour investir dans le genre de projet qu'on représentait. Ok, Ça n'existait pas. Et même aux États-Unis, c'était un peu trop extrême, quoi. ok. Et juste, on avait beaucoup de bol. On a trouvé YC et on a eu beaucoup de bol. YC ont décidé de, de Misez prendre sur un vous. risque. Ouais. Mais c'était vraiment, on était vraiment loin, quoi. Et du coup, Ok. parce que le temps passe, en fait, tu dis que après 3 ans après YC, ça n'a pas décollé. C'est quoi qui a permis de décoller? C'est l'argent, c'est lever de l'argent en fait, parce qu'après, tu as fait une grosse levée de fonds. Ouais. C'était obligé de lever de l'argent ou ou c'est quoi? C'est le timing ou t'en sais rien en fait. C'est Bah, genre là. je pense que on a appliqué les principes de base, qui est itération rapide, focus sur le potentiel et en même temps flexibilité sur le chemin pour y arriver, tu vois. Plus, c'est un peu la jungle, il faut survivre, il faut apprendre sur le tas à monter une team, à pas la perdre, à recruter les bons, virer ceux où ça marche pas, faire de la vente, tu vois, devenir expert dans ce que tu fais. Enfin bref, c'est super dur, quoi. Mais c'est de l'exécution. Donc nous, on a exécuté comme des fous. On a monté un business d'hébergement d'applications avec les containers. Ça marchait, mais ça décollait pas. Et puis à un moment, on a pivoté, quoi, par exemple. Donc là, et on a eu du bol sur le pivot. Et ça, c'était en 2013. C'est Et quand le tu as changé de pivot, nom? c'est devenu Docker. Ouais, c'est ça. On est passé de .cloud à Docker. Et en fait, pour résumer, on faisait la solution tout en un avant. On s'occupait de tout pour toi, l'hébergement, etc., en utilisant la tech de container. Et on a pivoté, on a shut down la solution tout en un, et on a open sourcé notre engine, et on a fait le truc de standardiser autour du container. Ce qui était un gros pari parce qu'on a perdu notre source de revenus, on vendait plus rien en fait. On faisait de De l'open ouf, source open source. pur, et on faisait un modèle de croissance open source où on traquait nos graphes, c'était plus du revenu, c'était des nombres de downloads de notre truc gratuit. Et c'est juste que Et comment on a tu du gagnes de graphe. l'argent? Je suis hyper Ouais, curieux parce que du coup, bah, comme tu as dit, c'est open source. En gros, les plus grosses boîtes tech au monde, elles arrivent, elles prennent le truc, cool, c'est open source, ouais, ouais. elles Ah bah participent et c'est trop bien pour le projet. Mais comment ouais, le projet fait de l'argent en fait? bah c'est un gros. Dans la niche business open source et tout ce qui est outils de développement, c'est un des gros sujets. C'est ok, comment. D'un côté, il y a certains produits, tu ne peux pas les faire s'ils sont pas open source parce que les développeurs s'en serviront Ok. pas. Mais d'un autre côté, bah comment tu fais de l'argent? Il y a des modèles qui marchent, mais dans certains cas, le modèle marche pas. Donc dans certains cas, la réponse c'est ben ça peut pas être un business. Et dans d'autres cas, Ok. c'est waouh, c'est le business du siècle. Et t'as tout Et entre du les coup, deux. Mmh. vous monétisez comment du coup? À Docker? Ouais. Alors Docker, on a mis très longtemps à monétiser et Ok. on a été extrêmement mauvais sur la monétisation. Et Docker a failli couler comme boîte d'ailleurs parce qu'on a très mal géré le post-succès. Le moment où ça a tellement le gratuit a tellement explosé en croissance jusqu'à devenir le standard, hein, dont on parle, que en fait on avait accès illimité au capital pour monétiser ça. On a levé en tout, je pense, 300 millions de dollars Ah ouais, en putain. quelques années. C'était vraiment n'importe quoi. À Mais l'époque, ça devait être un plus. C'est genre c'était l'équivalent d'un beaucoup, ouais. milliard aujourd'hui. Beaucoup, ouais. 300 Mais, millions de mais dollars. par contre, on les a. En fait, bref, ce sera tout un podcast juste sur ça. Mais moi, j'ai commis une énorme erreur qui était d'embaucher un CEO externe au pire moment, sans comprendre vraiment ce que ça représentait. Et derrière, en fait, ça a causé toutes sortes de problèmes où il y avait deux boîtes en une, quoi. Il y avait la boîte originale avec le founder et la vision du founder, et la boîte sérieuse d'adultes qui est là pour faire de l'argent, en fait, qui se partageait une seule boîte. Et tu mélanges, tu rajoutes capital illimité. Tu te trouves dans une situation où personne n'a l'autorité pour dire non aux choses, en fait. Et donc, Hmm. Mmh. si tu es un middle manager qui cherche à se faire du territoire, en fait, tu rejoins une boîte comme ça, c'est horrible parce que tu t'arrives, budget illimité, donc headcount illimité, donc tu embauches des gens, pas de problème. S'il y en a un qui te dit non, tu vas voir l'autre, il te dit oui, tu vois. Et donc, je sais pas combien de VP qui chacun avait leur projet, leur roadmap, personne se parlait, tu vois,
c'était l'horreur. Donc au final, cet argent a été gaspillé et la monétisation a tellement mal marché que ça a failli couler la boîte. Il y avait 500 personnes. Dans la foulée, moi, j'ai fini par partir parce que c'était trop, quoi. Après 10 ans, burn-out. Mais donc, au final, Docker a frôlé la mort, mais a réduit la voilure et s'est concentré sur les produits du début qu'on avait lancés. Et ils ont trouvé un truc à vendre. Et il y avait tellement de scale que du jour au lendemain, c'est devenu un business énorme. En fait, ils ont juste pris un truc gratuit qu'on avait lancé en 2016 et en 2020, ils ont dit maintenant c'est payant pour les grosses boîtes. Et ils sont passés de 0 à 150 millions de dollars par an de revenus en 12 mois. Ok. C'est un truc de ouf. Énorme. Ça, c'est Ouais. énorme. Putain, même en fait, du coup, même le succès. Enfin, Mais vous c'est aviez le du résumé succès, du donc modèle vous aviez open des source. clients. Ouais, Ouais, pardon. ok. Quoi? Mais non, mais je disais, en gros, vous aviez du succès, vous aviez des clients, vous aviez tout ça et tout, et pourtant vous avez failli crever et vous faisiez pas d'argent, mais enfin, ça. Ouais, Oui, bonne mais décision en pour réalité, pour c'était du coup. vraiment stupide parce que le plus dur, en fait, de très loin, c'était la première partie. C'était de partir de zéro à un produit open source qui grandit tellement vite que tu as toujours un investisseur qui va faire un pari sur toi, quoi qu'il arrive. Mm. Et après, bah, faut monétiser. Et moi, mon opinion, c'est que si tu es dans cette situation-là, il y a toujours un moyen de monétiser, quoi. C'est comme Facebook, Ok. tu vois. C'est comme le social. T'es Facebook, tu vois le graphe de Facebook, même s'ils ont zéro revenu. Moi, j'investis quand même. On va se débrouiller, tu vois. Le problème, c'est le plus dur, c'est la croissance. À mon avis, ça Ok. c'est mon opinion. Et Pourquoi d'ailleurs, pas? résultat des courses, Docker, je pense, si tu fais la liste de toutes les conneries que Docker a fait en tant que boîte, ce serait franchement dur à battre, à mon avis. Et malgré tout ça, au final, ça a quand même réussi à être un business super à cause de la croissance monstrueuse et la marque que tout le monde, enfin la marque Docker, tous les développeurs connaissent. Donc tu peux toujours Ouais, rejouer en fait. Voilà. Trop trop bien. stylé. Et du coup, justement, pour Dagger, toutes ces conneries, entre guillemets, que tu as fait, en fait, je sais pas si c'est vraiment des conneries, parce qu'en fait, en vrai, c'est ta première boîte, donc, enfin, juste t'as fait, quoi. Mm. Après, il y a eu des résultats. Euh, qu'est-ce que tu fais autrement, là, en fait, du coup? Et Voilà. après, il y a cette question, et après, il y a une autre question, parce que tu disais, ouais, bah après, il faut apprendre à vendre, etc. J'aimerais bien savoir, Solomon, ton rapport à la vente. Moi, j'aime Ton bien rapport au vendre. sales. Ah ouais, d'accord, ok. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, Sur ok. Wikipédia, sur sa fiche, il y a écrit qu'il a closé toutes les boîtes de YC, et c'est pour Ouais, ça qu'après il a réussi à lever, genre. ça, Oui, j'ai c'est vu vrai ça. qu'on a fait mais... ça. Oui, c'est vrai. Bah, c'est une des manières dont YC nous a inculqué. Nous, la manière dont YC, on a appliqué les préceptes de YC, c'était bon bah vous dites que vous avez une tech, des containers, qui permet de déployer ton application plus efficacement. Oui, c'est ça. Ok. Les startups YC dans ton batch, les autres 34, elles s'en servent? Non. Bah pourquoi elles s'en servent pas? Ah oui, bah on va leur proposer, voilà. Donc l'idée c'était voilà, si tu arrives à convaincre les startups de ton batch de s'en servir, après au démo day, tu dis aux investisseurs, bah regardez, ils utilisent tous notre truc. Rappelez-vous, l'astuce de Paul Graham, là, le founder de YC, c'était tu leur dis ça, tu leur dis, rappelez-vous en 2006, vous êtes venu à démo day et personne n'avait entendu parler de Amazon Web Services, AWS. Mais toutes nos startups s'en servaient déjà. Et là, toutes les startups se servent de .cloud. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Ouais, c'était ça le pitch. Stylé, le bitch. Ouais. Ok, du coup, parce que je t'ai fait deux questions. Oui. Pour Dagger, en fait, aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais autrement? Qu'est-ce que tu fais autrement, en fait? Bah, je Rien me pose ou... beaucoup la question moi-même, qu'est-ce qu'on réutilise qui a marché et qu'est-ce qu'on fait différemment parce que c'était nul. Et parfois c'est dur à dire, mais dans l'ensemble, on prend le modèle. Je pense qu'il y avait plus de bons que de mauvais dans Docker. Je pense que Bah, ce serait quand même bien réussi. ouais. Et donc, notre approche, c'est de prendre le modèle Docker et de faire une version 2.0, on va dire. C'est-à-dire, on fixe les bugs, on améliore encore plus les parties qui étaient super. Et en fait, ce qui a marché le mieux dans notre cas, c'était la communauté, en fait. Quand tu fais de l'open source, tu as beaucoup de désavantages d'un point de vue business. Bah déjà, tu peux pas demander de l'argent, c'est gratuit. Et il y a d'autres trucs, par exemple, tu peux t'en servir sans créer un compte, donc des trucs de base dans le SaaS, genre t'as un graphe qui te dit combien t'as de users actifs. Dans l'open source, t'as pas, tu sais pas. Et donc de ce point de vue-là, c'est pas super. Mais par contre, en contrepartie, pour le bon produit, tu peux créer une vraie communauté. C'est-à-dire, t'as des ingénieurs qui le week-end, ils se connectent sur notre Discord et ils viennent euh, discuter de comment ils utilisent le produit, contribuer des améliorations,
proposer des features et passer 1 heure à débattre de comment le mieux la faire. Autrement dit, t'es pas tout seul, t'es potentiellement en collaboration avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont là juste par amour et par une vision partagée, quoi. Et ça, Ok. en fait, si tu arrives à le créer, c'est incroyablement puissant. Et ça devient, en fait, nous, notre stratégie, le modèle, finalement, c'est de prendre ça, de le faire de manière authentique, et ensuite de le convertir en un engine de croissance du business, quoi. Ok. Et pourquoi tu t'es remis, parce que je me souviens, je t'ai jamais posé cette question, mais pourquoi tu t'es remis à monter une boîte? T'as fait Docker, t'as revendu Docker. C'est une boîte du siècle. Déjà, en fait, parce qu'il y a la pression. Ouais, t'as le stress. Tu dis, j'ai fait Docker, derrière, il faut que je fasse mieux. Ouais, c'est clair. T'as quand même pas. Et je sais pas pourquoi. Et comme tu l'as dit, à la fin de Docker, t'as souffert. J'étais en mode burn-out, du coup, je pars et tout. Donc, tu sais que c'est dur. Alors, et ça a mis 10 ans à péter, etc. Donc, et là, tu te dis, bah, vas-y, en fait, j'ai souffert, mais c'était cool. J'y retourne, tu vois. Avec le truc de, il faut que je fasse mieux ou que je fasse aussi bien. C'est quand même, faut être ballsy, quoi. Ben, c'est clair que c'est pas facile tous les jours parce qu'il y a carrément l'effet du deuxième album, quoi. Et c'est un peu paralysant, mais bon, on s'y fait, quoi. Mais je sais pas. Déjà, ça s'est fait un peu comme ça, c'est-à-dire. Ce qui s'est passé, c'est que je suis parti, d'accord, et après j'ai fait un break. Déjà, j'ai fait des bébés, j'ai construit une maison, et après je me suis mis à m'emmerder, donc je suis allé à Y Combinator passer un peu de temps avec eux. Et après, il y a mes copains, tout premiers employés de DotCloud, ceux qui ont fait l'aventure presque du début, c'est-à-dire ils étaient les tout premiers employés, ils sont sortis d'Epitech, ils ont rejoint l'équipe DotCloud tout juste après YC, tu vois, 2010, et ils ont fait leur valise, ils sont venus en Californie, ils ont fait toutes les montagnes russes avec moi. Eux aussi étaient partis, ils lançaient un nouveau truc, ils disaient, hey, tu veux venir faire ça avec nous? Donc c'était un peu l'opportunité, quoi. Le point de départ, c'était plus faire quelque chose avec des gens juste avec qui j'aime passer du temps et bidouiller, quoi. Et en réalité, ça a commencé comme notre projet bidouille pendant le confinement. On était tous coincés avec des bébés à la maison à péter un câble. Et donc, c'était un peu l'échappatoire. Et puis, à force de bidouiller, on s'est retrouvé avec un prototype qui était prometteur. Et donc, de fil en aiguille, c'est devenu une boîte. Ok. Voilà. Mais en réalité, maintenant, je me dis, de toute façon, j'allais faire quoi? Prendre ma retraite à quoi? J'allais pas prendre ma retraite à 35 ans, quoi. Et puis, j'aime bien. Moi, j'aurais hésité. Moi, j'aurais pris ma retraite. J'aurais pris ma retraite direct. Non, mais honnêtement, je me dis la même chose, d'accord? Mais je me disais, ouais, un jour, Docker, ça a marché, et puis je ferai ce que je veux, je ferai le tour du monde. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que bon, bah, ça y est, je peux prendre ma retraite si je veux, beaucoup de chance. Et en fait, il y a deux choses qui se passent. Un, t'as envie de bidouiller des trucs, de continuer à construire des choses, parce qu'il y a un amour de juste faire des choses, quoi. Et une fois que t'es lancé là-dedans, tu dis bon bah moi je suis pas je suis pas le super ingénieur qui fait tout de A à Z tout seul. Il y en a des mecs comme ça, hein, ils sont impressionnants, ils font tout de A à Z, leur projet de A à Z. Moi j'ai besoin d'une équipe pour m'aider à réaliser le truc. Et donc de fil en aiguille, tu te dis bon bah si j'aime fabriquer des projets sympas et que je veux le faire dans les bonnes conditions, bah de toute façon je vais avoir besoin d'une équipe et donc je vais avoir besoin d'argent et donc voilà. Et donc finalement une startup c'est un bon véhicule pour les builders, quoi. Pour les builders ambitieux qui veulent vraiment faire un truc énorme. Voilà. Mais t'aurais pu rester chez YC, tu vois, où tu te dis bon, je remonte pas un truc comme ça, pas de pression, mais j'aide des gens toute la journée, je rebuild des trucs. Il y en a qui font cette conversion d'ailleurs. Par exemple, il y a Nicolas Dessène qui est aussi un Français dans la tech. D'ailleurs, si vous voulez lui parler, il est top. Lui, il a fait la conversion. C'était le founder de Algolia. Ah bah oui, j'adore ce mec. J'adore ce mec. Ouais, ils ont fait YC et maintenant il est partner YC. Donc lui, il a fait comme moi visiting partner et ensuite lui, il est resté. Moi, je pense honnêtement que je serais pas un bon investisseur parce que je suis trop optimiste. Je vois toujours. T'as le côté entrepreneur de ah mais si ça peut marcher, vas-y on y va. Mais ça il faut ça quand t'es founder. Il faut un peu te mentir à toi-même sur les chances. Mais quand t'es investisseur, il faut être un peu plus rigoureux, je pense. Donc voilà. Ok. Bah, et du coup, t'as relevé du coup sur Dagger.
Enfin, Ouais, parce que tu viens de dire, il faut le financement, il faut la team. Donc pour toi, c'est un truc quand même qui est important quand tu fais de la tech, que tu veux avoir l'ambition de tes moyens. En vrai, il bah, faut de l'argent, quoi. je pense que ça dépend des outils qui sont disponibles. Moi, dans mon cas, la seule partie qui était 100 fois plus facile la deuxième fois, tout est aussi dur, je trouve, la deuxième fois. Il y a des choses qui sont peut-être 20% plus faciles, tu vois. Tu fais pas, il y a des erreurs que tu refais pas, c'est plus facile mais Sur en le général, tu recrutement, manages mieux. par exemple, Oui, le sur le recrutement. recrutement, le management, évidemment, certaines choses sont plus faciles. Mm. Mais sur le cœur du truc, c'est-à-dire trouver un problème, exécuter sur la solution, parler au user, faire un produit, c'est incroyablement dur en fait. Donc ça reste dur, moi je trouve la deuxième fois. Par contre, lever de l'argent au début, c'était super facile quoi, parce que le pitch c'était, on a Ouais. fait Docker, tu veux nous donner de l'argent pour faire notre prochain truc, voilà, c'est fini. Donc ça c'était facile. Là, Donc quand t'as ce luxe là, tu t'en sers. Ok. Ah, mais C'est déjà, génial ça. t'aurais pu te dire aussi, bah, je m'en C'est le sers plus pas court de parce la que. Terre. Non, mais Comment? t'aurais pu te dire, je m'en sers pas parce que j'ai le temps, tu vois. Non mais Parce que, bah, c'est vrai. t'as- Non mais tout à fait. mais, Après, mais ce qui dans... est, du coup, ouais. non, excuse-moi de couper, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, en vrai, comme c'est hyper dur de prendre du temps, de trouver le bon produit, de parler à des users, des trucs, des machins, en fait, lever de l'argent, c'est ce qui te permet de faire ça. C'est d'avoir du temps pour faire ces trucs-là, de faire plein d'erreurs, jusqu'au jour où ça pète, en fait. Ouais. En réalité, en fait, ça dépend vraiment ouais. Je pense que le plus important, c'est que d'avoir la bonne founding team et ensuite que la founding team que tu as, elle puisse être focus à 100% all-in sans être distrait par faire un job alimentaire sur le côté ou Ouais. se préoccuper de ah zut, j'ai ma runway c'est 2 mois donc dans 60 jours en vrai il faut que je commence à chercher un boulot. Donc c'est ça la priorité. Donc après si c'était que moi si c'était que moi la team, je pense que j'aurais pas eu besoin de lever de l'argent au début parce que bah moi j'ai pas besoin je peux vivre sur Ok, mes ouais. économies de Docker, y a pas de problème. Mais la situation est que j'ai rejoint mes deux co-founders, Sam et Andrea, qui sont des anciens de Docker qui avaient déjà commencé avant moi. Ils avaient fait leur premier truc, ils pivotaient, bref, on a cherché la nouvelle idée ensemble. Et eux, ils avaient déjà rejoint YC. Ok. Pour compliquer encore le truc, j'étais un de leurs partenaires pendant le batch, vous voyez ce que je veux dire? Euh, et eux, ils avaient un plan de levée de fonds, et donc moi, je suis arrivé sur le truc déjà mis en place et j'ai aidé Ouais. à lever. lever Moi, les j'aime fonds. bien lever l'argent, j'aime bien faire ça, et en plus, avec la crédibilité Docker, c'était encore plus facile que d'habitude. Donc, on a levé plein de thunes pour faire le truc correctement. Mais donc, nous, on avait un besoin de runway qui est que, voilà, eux, ils habitent dans la Silicon Valley. Sam, quand j'ai rejoint, il avait 2 enfants à l'école, Ok. la baraque, etc. Andrea, San Francisco, entre temps, il a eu un bébé, etc. Donc il y a un coût de la vie dont on parlait tout à l'heure, Mm. où tu as une runway nécessaire, donc c'était pas réaliste. On pouvait pas le faire en bootstrap en Mm. fait. Ouais. Donc Ok. nous, mais c'est un inconvénient aussi, c'est-à-dire on a une opportunité, on est plus expérimenté, on a un network, etc. Mais on paye la taxe Silicon Valley où notre burn minimum il est important quoi. C'est énorme. Ouais, trop Ok. stylé. Ah, mais On va pas te poser la question de France et US parce que il a un peu répondu déjà, ouais, notamment à travers le YC, etc. Par contre, en fait, un sujet par contre qui serait pertinent. T'inquiète, Alexandre, on va pas tout de suite aller dans la sauce. On va y aller petit à petit. C'est la partie géant de la tech. Justement, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un géant de la tech? Il y a pas eu d'équivalent de Docker en Europe qui est sorti d'Europe parce que finalement, Mhm. toi, t'es parti aux États-Unis, donc c'est une boîte américaine. Est-ce que tu penses qu'il peut y Et avoir un même, les Français partent monter des boîtes de fous à voilà. l'étranger. Ça, c'est ça aussi. Exactement. Et Ouais. même moi, tu vois, si enfin, après, je sais pas, si demain je pense que j'étais tech, je pense que je serais pas resté 2 secondes ici, quoi. Je serais parti aux États-Unis tout de suite. C'est juste que, pour moi, justement, comme je suis commercial, il y a que des mauvais commerciaux en France, donc c'est plus un coup d'opportunité de rester en France qu'aller aux US et me frotter aux super bons sales aux US. Mais par contre, voilà. Est-ce que tu penses, en fait, qu'on a le potentiel aussi ici, en fait, à chaque fois on parle de, ouais, tu vois, il y a pas de Facebook, il y a pas de TikTok, il y a rien, etc. Est-ce qu'on peut créer des géants de la tech ici ou c'est pas possible? Parce qu'il y a des licornes, mais bon, c'est pas des Oui, géants. mais bon, je parle de vrais trucs Ouais, bien sûr. vrais trucs qui impactent parce que même si j'adore, c'est incroyable Alan et Doctolib, tu vas pas avoir un Américain qui va s'inscrire sur Doctolib, ça n'existe pas. Quand je parle de géants de la tech, c'est nous, on est tous sur tous les devs que aujourd'hui j'accompagne une boîte en DevOps, tout le temps j'entends parler de Docker, tu vois, genre voilà, c'est des Français, voilà. Ouais. Donc voilà. Donc c'est comment tu
Est-ce que tu peux dire non, hein? C'est pas grave. Hein. Bah, Dis la vérité. je réfléchis en même temps parce que c'est une question vraiment intéressante. Je pense que déjà, dans le contexte d'un entrepreneur ou potentiel entrepreneur, un ou une entrepreneur, on va dire, qui écoute et qui se dit, qui réfléchit à qu'est-ce que je fais moi. Déjà, le plus important, je pense, c'est que les circonstances spécifiques, euh, les micro-circonstances, on va dire, spécifiques à la personne, sont plus importantes que les macro-circonstances de l'écosystème en France, aux États-Unis, etc. Parce qu'en général, c'est ça qui prime, quoi. C'est-à-dire, tu peux avoir l'écosystème le plus pourri du monde, mais toi, tu as le PAF en or pour les financements, les machins, le réseau, le recrutement en France, tu le fais en France. Et à l'inverse, tu peux avoir le meilleur écosystème du monde. Parfois, l'opportunité spécifique pour un projet, pour une personne, c'est il faut aller à cet endroit-là parce que c'est là qu'il y a le client qui tue ou l'investisseur qui tue. Voilà. Donc après, je dis pas qu'il y a aucun lien, mais pour moi, c'est important de commencer par le spécifique. Ok. Et en plus, c'est une erreur que je vois que parfois les gens font et ils font une analyse d'ensemble et donc ils ont conclu leur plan à eux, ce qui est une grosse erreur à mon avis. Euh, Moi, après, pour répondre à la question d'ensemble, bah en fait, ça découle de ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est un problème d'écosystème. C'est-à-dire, et un écosystème, c'est comme un jardin. Bah, d'ailleurs, un jardin, c'est un écosystème. Et la clé, c'est que c'est graduel et ça se fait par strates et ça se fait au début lentement, puis de plus en plus vite. Et donc pour moi, l'écosystème français, euh, il y a un compounding effect, je sais pas comment dire en français, mais un effet d'accumulation euh, qui s'accélère avec le temps. Je sais pas comment, comme les Ah, intérêts, c'est quoi. on comprend. C'est-à-dire, Ouais, les intérêts recomposés, quoi. ouais, Ouais, je moi, sais les pas gens ce que qui nous c'est le écoutent, ils terme. comprendront. Voilà. C'est-à-dire que il y a une valeur énorme à l'accrétion. Et l'écosystème français, quand moi je suis parti, il était minuscule. Il y avait presque rien. Le jardin, il y avait zéro terreau. Il y avait deux, trois petites plantes qui poussaient entre les crevasses. Et quand on compare à aujourd'hui, la différence est énorme. Et en fait, tous les jours, cet écosystème-là, il continue à grandir. Et plus ça va, plus c'est facile. En fait, plus la croissance va s'améliorer. Et aujourd'hui, je trouve que l'écosystème français est dans une super position par rapport aux autres écosystèmes de start-up en Europe. Hmm. Et ouais, en fait, pour moi, il y a en Europe, on va dire, c'est Londres enfin, c'est France et UK quoi. Et Hmm. à UK très gentiment, s'est tiré une balle dans le pied avec Brexit. Et donc, je pense que l'écosystème français est vraiment crédible sur plein de choses. Après, la même règle de compounding s'applique aussi aux écosystèmes plus gros, c'est-à-dire que l'écosystème de Silicon Valley, pour moi, personne ne le rattrapera jamais parce que, eh ben, lui-même, il compound. C'est comme ça qu'il est arrivé là. Ouais. Juste coup de bol, il a commencé plus tôt, même dans les années 50. Hein. Ça fait depuis les Ouais, c'est années ça, 50 que ça ouais. compound. Hmm. Donc pour rattraper la Silicon Valley, laisse tomber. Même New York, Boston, ils sont à la Hmm. ramasse Hmm. parce que c'est comme des courbes exponentielles. Tout le monde est exponentiel. C'est juste que la courbe exponentielle qui a commencé avant, bah, elle sera toujours par définition de plus en plus loin des autres. Mais en fait, c'est pas grave parce que l'important en France, c'est binaire. Soit on continue à compound, soit on fout le truc en l'air, quoi. Ouais, Voilà. mais moi j'ai l'impression en campagne c'est bien, mais genre ça aide juste des gens à lancer des projets, mais pas à faire des vrais géants. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux Bah dire. oui, C'est plus oui. facile d'entreprendre, mais c'est pas plus facile de faire un géant de ouf. Et est-ce que plus tard on y arrivera? J'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de plafond de verre où au bout d'un moment, peut-être je me trompe, mais tu sais, t'as même l'impression que tous les fondeurs ils sont en mode bon bah c'est bien, j'ai fait mes armes en France, j'ai fait un peu d'oseille et tout ici. Des fois, juste ne serait-ce que de conquérir le marché européen, c'est hyper galère parce que tout le monde est différent et tout le monde fait des trucs Ouais. différents. Alors qu'en fait, c'est plus facile d'arriver aux US, le marché est énorme, l'écosystème favorise plein de choses et tout le monde veut aller Ouais. là-bas, tu vois. C'est sûr qu'il y a un plafond. Hein. Il y a un plafond, c'est clair. Il y a le même problème en Israël. Hein. Les startups israéliennes, ils ont un écosystème de fou, mais c'est le problème numéro un pour eux. Ils étaient en avance. Je pense que maintenant, moi, je mets Israël et France au même niveau maintenant en termes d'écosystème tech, ce qui est un compliment pour la France. Mais ils ont Ah ouais, toujours de eu ce ouf, parce problème-là que de. Après, je suis pas un expert, hein, donc peut-être je me plante, mais franchement, je trouve qu'avec l'AI, il y a un espèce de boost en France qui est conséquent.
Parce que Mm. t'as une espèce de, même le fait que la France ait la réputation d'être un bon endroit pour les AI, même la réputation, ça aide. Parce que Ouais. ça veut dire il y a quelques startups, quelques ingénieurs, quelques experts, quelques investisseurs de plus qui vont regarder la France. Moi, je sais que par exemple, mes investisseurs principaux, Redpoint, qui est un fonds VC, tu vois, un A-player quoi, dans la Silicon Valley, ils ont Mm. guidé notre série A, sur notre board et tout ça. Eux, ils sont dans Mistral et ils sont trop contents d'être dans Mistral, quoi. Donc Mistral, je sais que Ok. c'est un cas Ouais, particulier ouais, parce que c'est ouais. connecté aussi à la sphère publique, on va dire. Mais justement, pour moi, Mistral, c'est une team qui a tiré parti des spécificités françaises et qui s'est démerdé pour leverage ça dans l'écosystème tech. Est-ce que tout le monde peut faire exactement ça? Peut-être pas, mais ça contribue à l'écosystème. Donc je pense que le plafond, plus ça va, plus ce jardin, il peut faire pousser des plantes de plus en plus grosses, pour continuer la métaphore. Après, jusqu'où ça va continuer à grandir, je sais pas. Je sais pas. Ouais, tu vois, parce que l'exemple de Mistral, il est bon, mais est-ce que Mistral demain, c'est un géant, tu vois? J'en sais rien. En C'est- tout cas, Moi, ça va. On enfin, va dire que pour moi, le plafond, petit à petit, il bouge. ok. Ce qui peut l'arrêter, pour moi, c'est des contraintes françaises ou européennes. C'est-à-dire que si l'Europe fait trop de la merde, ou si la France fait trop de la merde, et tue la poule aux odeurs, bah, c'est possible que le plafond il reste là, ou même il redescende. Mais là, en l'état, moi, je le vois bouger quand même. Intéressant. Mais faut pas placer la barre de succès à ça rattrape la Silicon Valley parce que c'est impossible. Ça, c'est intéressant de dire ça. Et bien, moi, j'aime Mais bien du en coup, fait ce que tu as dit aussi également qu'il faut voir le côté micro. Parce qu'en fait, on a un peu des trucs en se disant, bah, tu vois, genre justement, tu montes une boîte, tu te dis, je vais aller aux États-Unis parce que c'est là-bas que ça va marcher. Alors qu'en fait, t'as peut-être pas enfin, en gros, moi, je sais que euh, ça a été ma question quand j'ai voulu me dire est-ce que je reste en France, est-ce que je pars aux États-Unis. Quand j'ai passé du temps, je me suis dit quand même, il va falloir que je recommence pas mal de choses, rien que la question du network, pour pouvoir rencontrer des gens, me faire un nom là-bas. En fait, ça me prend 5 ans en fait la réalité. Alors qu'en France, pour d'autres raisons, c'est pas le meilleur écosystème pour moi, mais pour une autre raison, j'ai quand même construit pendant je sais pas combien de temps une réputation, un track record, etc. Donc je trouve ça aussi intéressant de se dire, il n'y a pas que le marché en fait en Ouais, termes macro, il y a aussi toi en fait, tes unfair advantage versus est-ce que je réussirais mieux aux États-Unis que, enfin voilà, tu vois. C'est comme ce qu'on se disait hier en ouais, rigolant, tu vois, le mec de Conto, un des mecs de Conto, son père était directeur général de la BNP Paribas. Bon bah reste en France quoi, tu vois, genre tu vois, genre mm, tu vas voir tout le monde, tu dis juste je suis le fils du mec enfin il a pas fait ouais, que ça évidemment, il a fait un produit qui est cool, mais ça t'aide quand même pas mal que s'il était parti aux États-Unis, il y a peut-être d'autres personnes qui ouais, auraient été mieux positionnées pour faire ce qu'il a fait quoi. ouais. Donc voilà. Bah, je prends des anecdotes spécifiques, soit des conseils que j'ai donnés à des startups spécifiques, soit des, des situations que j'ai observées où une startup me disait, nous, on va faire ci, on va faire ça, sur ce sujet-là. Euh, Déjà, je pense que c'est clair que, au-delà d'un certain niveau d'ambition de taille, aujourd'hui, même si tu as commencé en France, probablement, il faut un moment soit switcher, soit expand aux US, quoi. mm, Le contre-exemple de Mistral, c'est Hugging Face, où bah oui. voilà, le R&D c'est en France, le CTO il est en France, le CEO il est pas en France, les investisseurs sont pas en France, et puis la sphère, on va dire, elle est pas franco-française, et je pense que si bon, je suis pas particulièrement, enfin, je connais un peu des gens à Hugging Face, mais je suis pas un insider de Hugging Face. Euh, je serais pas surpris que d'une manière générale, en interne, il y a des préoccupations faut qu'on soit plus présent aux US parce que euh, j'ai déjà parlé à des employés dans Hugging Face qui étaient dans un contexte de ils ont pas entendu parler de nous, ou on fait des trucs, mais on aimerait faire plus de trucs aux US parce qu'il y a une scène AI dans la Silicon Valley qui est énorme et il faut y être quoi. Ça suffit pas d'être en France. Un autre contexte, c'est une startup plus dans le consumer qui est franco-française, top tier, qui fait du consumer et qui a fait de A à Z en France. Et là, il commence à taper des bottlenecks de talent d'engineering, mais pas universel, c'est-à-dire back-end infra cloud, ce qui était un, un- vraiment, c'était vraiment le désert il y a 10 ans, c'est-à-dire si tu voulais travailler avec quelqu'un qui avait une expérience de scaler des serveurs, du cloud à une échelle énorme en France, laisse tomber, c'était impossible. Il fallait trouver le gars qui avait bossé chez Google et pas qui a eu un truc de famille et qui fait que
contre toute attente, il avait déménagé à Paris, ce qui n'avait aucun sens d'un point de vue carrière, tu vois. Maintenant, ça a beaucoup changé dans le cloud, dans le back-end et tout ça. Il y a beaucoup de talents engineering. Il y a beaucoup d'Epitech et d'autres. Il y a des startups il y a la mafia Zenly qui a fait beaucoup. Il y a des vrais bureaux engineering de boîtes américaines qui font du vrai engineering. Docker, on avait un bureau engineering, on a le vrai engineering Docker à Paris depuis un bout de temps. Par contre, cette startup-là, ils ont un problème de talent sur le client, le front-end de la UI. Des ingénieurs qui font de la UI, tu peux en trouver plein, du front-end, du mobile et tout, mais qui l'ont fait au niveau de Facebook, Apple, Google, tu vois, Instagram et compagnie. Il n'y en a pas assez. Et pour les faire venir, c'est la galère, quoi. Et donc là, ils vont commencer à recruter aux US en plus. Je sais pas si tu voulais pas dire le nom de la boîte, mais il y a un. J'essaye d'éviter parce que je veux pas parler en leur nom, mais. Ouais, il y a un géant enfin je sais pas si on parle de ça. Mais c'est pas un cas particulier à mon avis. Il y en a plein d'autres comme ça. Pardon. Tu vois, il y a un Vaudou, je crois qu'ils sont français et c'est quand même assez huge, il me semble. Tu vois, si je dis pas de conneries, ça sort des jeux mobiles. C'est ceux qui ont racheté Viril. Ouais. Et je crois qu'ils sont français et tu vois, en vrai, finalement, ouais. Mais je sais pas si on les considère comme des géants. Je pense qu'en fait, c'est intéressant ce que tu disais. C'est ça que je dis. Ouais, c'est ce que dit Solomon. C'est graduel. C'est graduel et qu'en fait, aujourd'hui, en France, on est dans un niveau qui est. Enfin, les boîtes qu'on a qui sont au top, ils sont au top de là où on devrait être en fonction de. Voilà, on n'est pas en Silicon Valley, etc. Et du coup, il y a un autre sujet je pense, une bonne transition vers l'autre sujet, Laetitia, mais c'est que pour qu'on réussisse à continuer à comprendre à fond comme ça, il faut que nos talents ils restent entre guillemets et qu'il y ait plus de talents, etc. Et comment on fait pour pas qu'ils partent, tu vois? Parce que là, Laetitia te disait, moi, je réfléchis à partir aux US. Moi, pour même, c'est plus des raisons familiales, mais je me demande si je vais pas partir, tu vois, en Suisse ou dans les pays nordiques et autres. C'est ça, j'ai un peu l'impression que les gens, dès qu'ils atteignent un niveau assez cool, tout de suite, ils regardent vers les US. Et ils se disent pas, bon, il y a moyen de trouver un truc bien ici, de faire des choses stylées et autres. Tout de suite, ça veut partir aux US. Et comment on fait pour les garder, ces gens-là, tu vois? Et notamment, je pense après, c'est pour ça que le sujet de faire une bonne transition, c'est tout ce qui est au niveau de la diversité. Parce que c'est plus mon entourage et autres, c'est souvent ces gens-là que j'entends dire, bon, moi, en fait, je pars. Mais même Oussama, on peut. Je sais pas ce que tu en penses, mais on s'en fout, nous, on s'en fout de tout ce qu'on en pense. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à l'écosystème français. On va dire Oussama Hamar, il avait dit un truc très, très clair. Et je l'avais apprécié. Il y a Oussama Hamar et Xavier Niel, comme ça, je fais pas de... Voilà. Donc, il y a Oussama Hamar qui a dit ça, qui a dit, genre, en gros, qui a dit clairement, les gars, désolé, Alex, c'est le moment où tu dois partir. Bref, il a dit, en fait, les gars, vous êtes noirs ou arabes, et ben en gros, il faut partir, aller aux États-Unis, faites pas de potes ici, si vous avez de l'ambition. Et Xavier Niel, qui a fait un discours, et j'ai trop kiffé. Et franchement, c'est passé à la trappe. Il y a que les Noirs qui ont partagé ça sur LinkedIn, tellement c'était genre, Xavier Niel, il parle de ça en France, c'était genre juste incroyable. Où il a dit, en fait, comment on fait pour que ces gens-là, en fait, aujourd'hui, montent des boîtes, tu vois, à hauteur d'un Doctolib, comment ces mecs-là, etc., et partent pas aux États-Unis parce qu'en fait, ces gens-là partent. Et je crois que, tu vois, il y a un mec qui cartonne, qui est parti aux États-unis, il avait vraiment dit les termes, mais c'est il y a pas tant que ça, il y a un an. Il avait dit les Arabes, c'était genre inédit, tu vois, genre en France, on dit pas ce genre de truc. Toi, seulement t'es aux États-Unis. Donc, c'est normal aux États-Unis de parler en mode communities, mais pas ici. Donc du coup, en fait, ouais, justement, tu vois, c'est plutôt pour être dans ce sujet. Alex, il flippe parce qu'on est en France. Et même aux US. Ah ouais. Ça reste un sujet sensible, mais je suis d'accord qu'en France, c'est encore plus. Je pense qu'il y a 5 ans de décalage. Ouais, il y a même peut-être 10 ans, parce que tu vois, moi, franchement, quand j'étais à New York l'année dernière, j'ai fait. J'espère pas pour vous. Si, 10 ans, parce qu'à New York, justement, j'étais étonnée de faire des événements spéciaux entrepreneurs où il y avait des gens qui avaient vraiment levé des fonds, qui étaient noirs, qui voulaient redistribuer à des noirs. Enfin, t'as un niveau. Non, je pense que tu t'en rends pas compte. Non. Et puis d'ailleurs, en fait, on parle de ça. Bon, après, on connaît une personne en commun qui est Maria De Silva, qui aujourd'hui, par rapport à ces sujets, a plus d'opportunités business au Canada qu'en France. En fait, c'est simple. Moi, j'ai passé peu de temps aux États-Unis l'année dernière. J'ai vu mes propositions faire waouh, un truc de ouf. Mais versus, tu vois, t'as le truc de dire ouais, c'est un truc de ouf, j'ai plus de propositions, mais ça me demandait encore trop de taf et je crois que j'ai déjà beaucoup bossé. Donc ça me fait chier de rebosser beaucoup. Et donc j'aimerais bien récolter un peu. Mais en même temps, est-ce que toi tu penses que est-ce que tu penses que c'est qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton avis? Parce que je sais que sur ces sujets-là, t'es quand même sensible. Quand même, ça t'intéresse ces sujets. Ça m'intéresse carrément. Après, je me demande toujours si je suis légitime pour avoir une opinion utile, mais en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est des problèmes de funnel, tout ça, quoi. C'est-à-dire,
t'as un pool d'entrepreneurs possibles et ensuite ils convertissent à l'étape d'après, à l'étape d'après, à l'étape d'après. Et pareil pour le talent, quoi. Les premiers ingénieurs, pareil pour les investisseurs, etc. Et, euh, et je pense que dès que tu es dans un pool plus petit de base, tu es dans une niche, que ce soit une niche nationale ou une niche tu vois, nous par exemple, la niche cloud ou DevOps, c'est le même problème. Tu vois, c'est pas une niche nationale, mais nous, sur Dagger, petite startup dans une communauté de niche qui est le DevOps et le cloud, on a un problème de diversité énorme. On est nul. Et pourtant c'est un sujet qui nous intéresse, mais notre communauté, par exemple, on contrôle pas qui se connecte sur notre Discord. Il y a très peu de diversité, c'est un peu difficile parce qu'on veut mettre en avant cette communauté, mais tu vois, des trucs simples comme tu fais un wall of pictures, tu sais que tu vas te prendre des remarques parce que t'es là, ah ouais, effectivement, c'est chaud. Mais tu vois, t'as un certain contrôle jusqu'à un certain point sur ta team. Mais ta communauté, tu peux pas dire, tu vois, tu peux encourager, mais tu vois, pour moi, c'est un problème de funnel et la niche nationale, c'est pareil. Plus t'es dans un pool petit de base, plus plus le problème est exacerbé, en fait. Je pense. C'est pareil quand tu parles tu cherches des ingénieurs, tu regardes le pool de tous les ingénieurs, tu compares au pool des ingénieurs avec 10 ans d'expérience sur du front-end développement dans un hyperscaler, bah t'as le problème des filtres, quoi. Qu'est-ce que tu entends par funnel exactement? C'est l'accessibilité, c'est l'accessibilité, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, forcément, en fait. Mais c'est quoi les étapes? C'est genre, t'as pas beaucoup, on reprend les termes d'arabe et noir, t'en as encore moins qui veulent entreprendre, t'en as encore moins qui veulent entreprendre et qui sont assez smart, et en fait, à la fin du tunnel, toi, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas grand monde, quoi. Et c'est pour ça que... je dis pas que c'est un phénomène que j'observe de manière générale, à plein d'endroits différents, qui est que, tu sais, c'est comme quand tu regardes une étoile, tu vois comment elle était il y a, je sais pas, 1000 ans ou 1 million d'années. Là, c'est pareil, tu regardes le funnel sur un funnel qui prend 5 ans, et ben en fait, le bout du funnel, tu es en train de regarder concrètement un échantillon de la situation de diversité du marché entier il y a 5 ans. Et si on part du principe que dans l'ensemble, les choses s'améliorent, ben ça veut dire que l'impact de l'amélioration, il est immédiat au début du funnel et il est de plus en plus retardé à la fin du funnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon hypothèse. En fait, c'est pas faux parce que je me souviens que Facebook s'était fait éclater pendant le mouvement Black Lives Matter parce que justement ils avaient fait beaucoup de com en disant ouais nous Black Lives Matter, non, bah, comme toutes les boîtes de la Silicon Valley globalement, les gens avaient plutôt bien réagi à ce moment-là. Mais du coup, après, les gens étaient partis mettre le nez dans les effectifs. Et je crois qu'on était à 4% de personnes black, en fait, tu vois, genre dans les équipes engineers. Et là, du coup, Mark Zuckerberg s'était pris une saucée, je me souviens, sur Twitter. S'était pris une saucée. Et en fait, le gars, il a juste dit, mais venez, tu vois. Et il y avait, en fait, il y a un truc de, combien d'ingénieurs sortent des écoles que recrute en fait Facebook, donc Stanford, MIT, etc. Bah, en fait, cette histoire de funnel, elle est juste. Et si tu fais le truc en France aussi également, on sait que globalement en France, même si ça nous plaise ou pas, les mecs qui sont dans la tech, c'est quand même élitiste en France, la tech. Et donc du coup ils viennent souvent d'écoles de commerce, notamment des 5 meilleures écoles, les 5 meilleures, et du coup en fait en vrai moi je regarde juste dans ma sphère le nombre de noirs et d'arabes, et j'en connais beaucoup qui ont fait Polytechnique Centrale, HEC, SCP. C'est des filtres sur des filtres sur des filtres, quoi. Mais c'est trop bien de réfléchir. En vrai, c'est trop bien de réfléchir en termes de funnel, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut l'optimiser, ce funnel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'optimiser, tu vois? Parce que, en vrai, déjà, savoir qu'il existe. Qu'il y a pas... Ouais, c'est vrai que moi, je voyais pas ça en termes de funnel. Et le visualiser, pour moi, un market en forme de funnel, je me dis, c'est bon, en fait, dans ma tête, c'est 10 fois plus clair. Là, on va faire ça, là, on va faire ça, on va faire ça et tout. Mais tu vois, après, qu'est-ce qu'on fait, entre guillemets, aussi, parce que, c'est genre, je sais pas, c'est compliqué. Ouais. Mais d'ailleurs, en tout cas aux US, j'ai pas trop suivi en France, mais il y a eu ce débat-là, et donc ce sujet-là, il a quand même pas mal évolué. Ça va faire 5 ans que c'est un gros sujet aux US, j'ai l'impression, à peu près. Et il y a eu des phases, tu vois. Là, on est dans une phase de backlash, au passage. C'est souvent comme ça aux États-Unis. T'as un gros pic. Peut-être t'as comme un pic de progrès. Ensuite, t'as le méga débat, la polémique, ça bouge dans tous les sens, mais ça bouge.
Ensuite, t'as les dérives, t'as le fake, tu vois, tout le monde met Black Lives Matter, mais derrière, il y a un qui bouge. T'as les boîtes de com qui font des stages d'IA qui servent à rien, etc., etc. Et, donc, et du coup, ça engendre en fait une espèce de backlash conservateur, en fait, où c'est un peu 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc là, on est un peu dans la phase 1 pas en arrière, où clairement, c'est moins à la mode maintenant d'IA et compagnie. Là, c'est temporairement à la mode de bâcher ça, mais ça va se calmer aussi. Et au final, je pense qu'on aura au final fait 1 pas en avant, quoi. Mais je sais pas, en tout cas, les US, ça marche comme ça. C'est mieux que l'inverse. Mais je me rappelle qu'il y avait une phase de ce débat où ce concept de funnel, il était invoqué principalement pour justifier de rien faire. C'est-à-dire, ah ouais, bah nous, on a une équipe pas diverse, mais qu'est-ce que tu peux faire? Regarde, le talent pool, il est pas divers, donc nous, on peut rien faire. Et donc, ce qui est pas entièrement, enfin, c'est un argument qui se comprend. C'est un peu vrai. Mais je pense que il y avait un débat qui est justifié des 2 côtés, qui veut dire, ok, mais je sais pas moi, Google, Facebook, à un moment, si vous pouvez rien faire, personne peut rien faire, quoi. Donc après, le débat s'était bougé sur, ok, collectivement, comment on change le haut du funnel. Donc ça a parlé pas mal il y a eu beaucoup de bootcamp, éducation, les bourses, comme celle de ouais, Pharrell Williams, les bourses, plein de choses comme ouais. ça. Ouais. Il y a eu beaucoup de moments, mais du coup, ça s'est beaucoup focalisé sur le haut du funnel, d'accord? Donc d'un point de vue talent, par exemple, c'est les juniors, quoi, la prochaine génération. Mais par contre, ça a beaucoup coincé après. Et entre-temps, il y a la bulle Covid qui a pété et où il y a beaucoup de gens dans cette cohorte-là qui se sont retrouvés un peu cassés dans leur élan parce que ça a pas converti derrière. C'est souvent quand toutes les grosses boîtes tech ont lay-off, c'était beaucoup les juniors. Et beaucoup de gens issus de la diversité aussi. J'avais lu pas mal de trucs. Ouais. Et beaucoup de teams carrément dédiés à la diversité. Tous les trucs, en fait, c'est là que tu te rends compte que voilà, c'est d'un point de vue business, tu comprends que si tu regardes dans les strates de la survie, c'est sûr que si tu considères ça comme de la com et une stratégie d'expansion et d'avantage compétitif au recrutement, c'est comme ça que ça a été positionné. C'était l'angle d'attaque pour essayer de changer les choses. Et ben quand tout se rétracte et que tu es en mode survie, et ben tout ce qui est lié à embaucher et grossir la team et réussir à embaucher plus de gens mieux que les autres, bah c'est ça qui va être cut en premier. Donc du coup ça s'est senti, quoi. On va pas tarder à finir, mais moi j'aimerais juste te dire, parce que moi en fait tu vois, moi j'ai une vision, j'étais à Epitech dans les premières années, donc pour moi c'était une vision où c'était pas c'était quand même une école d'une certaine manière, désolé le terme, j'ai pas trouvé le terme, mais c'était une école un peu crade, quoi. Les gens, ils viennent, ils apprennent des trucs. Ouais, c'est pas une école de commerce. C'est vrai que moi, je me sentais bien et peut-être que j'allais bien. C'était le chaos, en fait. C'est juste, t'étais bon dans tes trucs et du coup, ça créait des gens qui faisaient des trucs de ouf. Pourquoi vous rigolez? Non, c'est vrai, c'était une école. Ça n'a rien à voir avec. C'était les écoles de clochards. Ouais, qui sortaient des pépites. C'est ça qui était ouf, qui sortaient des vraies pépites, tu vois. Genre, là, les mecs, en fait, tu sais, parce que nous, aujourd'hui, on a des mecs qui sont des designers à service, qui nous font notre design à moi et à Marwan. C'est une équipe qui s'appelle Fig. Bah, c'est des anciens d'Epitech, quoi. C'est les 4 là dont je te parle, Alex. Moi, en fait, c'est ce monde-là. Et après, quand je suis arrivée dans la tech, j'ai compris que, notamment avec The Family, etc., je me suis dit, mais pourquoi c'est devenu très élitiste? En fait, j'avais le côté, tu vois, genre Epitech, où j'ai l'impression que tout le monde. D'ailleurs, en fait, ça me faisait barrer parce que je voyais des mecs des quartiers avoir fait Epitech, faire leur stage, enfin leur année de césure en Chine, revenir en mode déprimé en disant qu'en Chine ils avaient été trop bien traités parce que ils étaient doués, etc., etc. Revenir ici en mode genre on est revenu dans notre truc. Donc en fait, de voir des gens en fait où t'avais pour moi la tech c'est vraiment même le côté Steve Jobs, tu vois, le côté très en fait c'est accessible, tu vois, c'est un truc où en fait enfin ça ouvre à tout le monde. Et en fait avec cette désillusion aujourd'hui qu'il y a quand tu commences à vouloir rentrer dans le game, je parle plus ou moins en France, mais je pense qu'aux États-Unis, au final, en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était pas si différent que ça, c'est juste les échelles sont différentes. Au final, c'est hyper élitiste. Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce que tu conseillerais justement à des gens qui sont pas issus? Alors, je parle pas que de questions ethniques, je parle aussi des questions sociales, parce que Alex, excuse-moi, mais t'es pas un mec qui de la. Tu veux parler de la diversité, t'es pas un mec de la haute. Désolé. Arrêtez, moi, je veux intégrer les castes. Voilà, là, tu veux faire illusion, mais voilà quoi.
Donc en fait pour moi c'est juste qu'est-ce que tu conseillerais en fait, parce que moi il y a des moments où vraiment je suis en colère parce que où j'ai l'impression que c'est bloqué, tu vois. J'ai l'impression que c'est une certaine élite qui peut arriver et faire des trucs de ouf, et que même si t'es ambitieux, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu conseillerais? On finira peut-être là-dessus. Oh là là. Désolé, hein, grosso. Non, mais après, si t'as rien à dire, tu peux très bien. C'est pas bullshit. Donc tu peux dire, écoutez, les gars, en fait, on finit là. Je n'ai rien à vous dire. Bonne chance. En vrai, t'es obligé de charbonner plus, c'est tout. On en avait déjà parlé. C'est juste toi, on va pas citer des noms, sinon je vais me foutre dans des gigasauces et moi j'aurais plus de carrière après. Donc faut que je garde des privilèges quand même. Fallait connaître. Mais tu vois, t'en as où tu sens par exemple des random guys. Peuvent avoir certaines connexions, ils vont pouvoir skipper certaines steps et tu vois passer dans des trucs alors qu'en fait tu prends un black ou autre, c'est mort. Lui, ça n'existe pas, quoi. T'as pas de raccourci, quoi, en gros, quoi. Donc j'ai l'impression qu'en fait quand t'es dans cette situation-là, tu mais même ça, ce qu'elle dit, c'est que même en travaillant dur, ça te donne pas accès à. Moi, les gens que je connais qui travaillent dur, ils sont partis aux États-Unis. sont encore plus loin. Ils sont partis aux États-Unis, les gens qui travaillent dur. Sinon, après, tu te casses, tu t'en auras le cul et tu veux. Mais il y a des fois, t'as pas envie de partir parce que justement, ce que disait tout à l'heure Solomon. Moi, aujourd'hui, j'aimerais capitaliser, ou moi, ou d'autres personnes que je connais, parce que j'ai monté un accélérateur qui s'appelle l'Afrolab, hein, où j'aide en fait des entrepreneurs noirs, soit en Afrique, soit ici en France, à se développer. On en connaît Broken Road, des boîtes qui ont fait des trucs de ouf. Ils ont levé 800 000 euros, mais grâce à leur communauté. Juste parce qu'ils sont très bons en content. Alors que leurs produits, normalement, ils auraient dû trouver 1000 fois, en fait, enfin, tu connais Marwan la boîte. 1000 fois, ils ont dû trouver des investisseurs. Ils sont trop chauds. Mais en fait, ils n'ont pas réussi. Ils ont trouvé à la fin. Mais finalement, l'argent qu'ils ont levé, c'est juste parce qu'ils sont tellement bons en content. Ils sont devenus eux-mêmes influenceurs. Et donc, après, ils ont demandé à leur communauté, aidez-nous à monter une boîte de ouf, donnez-nous de la thune, etc. Mais je trouve que, tu vois, le chemin, finalement, tu disais, en fait, l'évolution, c'est des détours, en fait, qui ne te permettent pas de faire tac tout droit. Tu as un bon produit, tu as des bons réflexes, ils sont bons en marketing. Donc, ça devrait. Mais tu vois, ce détour fait que, finalement, en plus, dans un contexte actuellement avec la concurrence, un mec peut faire la même chose, copier leur truc, avoir le réseau et se développer. Pendant que tu fais le détour. Pendant que tu fais le détour, tu as le temps de voir à côté, tu fais, ah bah c'est bon. Voilà. Donc, je sais pas si tu as des. Peut-être que le type, c'est de partir, peut-être que c'est pas partir, peut-être que c'est. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses Je sais pas. C'est un appel à l'aide. Non, c'est pas un appel à l'aide. Non, tu peux pas dire, tu pars, sinon c'est le Joker, ça c'est le faux choix, ça. Tu prends les US et la France, c'est quoi le plan, quoi, tu vois, tu ne peux pas partir, tu n'as pas le droit de partir. Ouais, en fait, je pense qu'il y a probablement des pistes qui sont pas spécifiques à partir ou pas partir, mais c'est d'un côté, tu peux pas nier la réalité des inégalités d'opportunités, quoi, de plein de manières différentes. Moi, il y en a plein dont j'ai pas fait l'expérience, mais d'autres dont j'ai fait l'expérience. Par exemple, j'étais l'outsider complet qui a changé de pays, j'avais pas fait l'école, j'avais pas fait machin. Voilà, ça c'est mon expérience de barrière, on va dire. Mais c'est pas les pires barrières. Il y en a d'autres qui sont très spécifiques, quoi. Je suis pas une femme, je suis pas noire. En plus, je suis américain, je suis français, mais je parle américain avec l'accent, donc ça aide pour de vrai. Hein. Je suis passing American. Mais je pense que, en fait, la tech c'est magique parce que même si c'est pas parfait, comparé aux alternatives, ça a tendance à créer des trous dans les barrières quand même. C'est juste que les barrières, les trous, ils bougent. C'est pas toujours au même endroit, c'est pas statique. Et donc je pense que la démarche, de manière générale, c'est si tu vas utiliser la tech comme cheat code pour contourner tes barrières, faut être très conscient de la démarche et faut être malin d'en chercher la bonne brèche dans la bonne barrière. Et ça bouge avec le temps. Par exemple, il y a un moment où il y avait une ruée vers l'or. Si tu sortais d'un bootcamp et t'étais dev, toutes les boîtes SaaS cloud, elles recrutaient à tire-larigot. Je pense que même temporairement, dans certains cas, je vais modérer mes propos, mais il y avait un avantage temporaire à cocher les cases de diversité, d'accord, parce que c'était à la mode. Je pense que là, en ce moment, ça a changé. Parce que layoff, période de rétractation sur le SaaS et la tech en général. Donc cette brèche-là, je pense que en partie, elle est fermée. Mais il y en a une autre qui s'ouvre dans l'AI. Moi, je vais dans des events AI, je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité de manière générale
que les conférences DevOps et Cloud où je vais, où c'est les mêmes qu'il y a 10 ans, mais juste on a tous des cheveux gris. Mais j'ai fait, je veux pas nommer parce que c'est pareil partout, mais j'ai fait KubeCon, la conférence Kubernetes, d'accord, très niche, très spécifique Cloud et tout. C'était à Paris, c'était un truc de fou, c'était 13 000 personnes, j'ai fait une keynote, c'était génial. Mais c'était middle-aged white guys with beards, quoi. Et c'est juste, il y a peu de diversité dans ce domaine-là. Et en ce moment, c'est pas là où il y a le plus de croissance, il y en a, mais sur l'AI, c'est la folie. Donc peut-être que là, faut adapter ses stratégies. Je pense qu'il faut aller où il y a la croissance, parce que plus on remonte, plus il y a la croissance, je pense, plus il y a de trous, exactement. Et c'est en période de rétractation que là, voilà, ceux qui sont dans le inside circle, ils serrent les coudes, ils ferment les portes et ils attendent que ça passe. C'est comme ça. Très très intéressant. Moi je trouve ça très cool comme truc parce qu'en fait bon là je sais pas quand est-ce que les gens vont écouter cet épisode là on est dans la vague de l'IA, peut-être que demain on sera dans une autre vague. En gros le conseil c'est d'aller regarder là où il y a le plus de croissance et se nicher là-dessus, et donc ça veut dire que nous on n'a pas d'autre choix. Moi par exemple là actuellement je vais aller rejoindre une boîte dans l'IA et puis voilà c'est bon. Tu veux dire qu'en fait, il faut aller sur les trucs émergents, quoi, et te positionner dès le départ pour justement être l'un des trucs fondateurs qui va pouvoir. Il faut spotter les trous dans la raquette. Bah, ça c'est une manière de. Ouais, mais ça dure longtemps ces trucs. Hein. Moi, je pense qu'il y en a pour plusieurs années de folie de l'AI et compagnie. Mais après, je pense que là, je parlais de l'AI parce que c'est l'exemple évident, c'est le domaine à la mode, tout le monde en parle, et donc c'est clair, il y a la croissance et des opportunités. Mais je pense qu'il y a d'autres brèches qui sont peut-être plus spécialisées. Tu vois, je les connais pas, mais ça peut être dans une niche très spécifique ou ça peut être dans ton domaine d'expertise, genre tes skills. Il y a une spécialisation qui est très demandée et donc tu fais l'assertif qui fait bien et puis boum, c'est ton angle d'approche, quoi. C'est juste que je pense qu'il faut juste être proactif pour chercher la brèche avec une démarche générale de chercher l'abondance plutôt que et fuir les vaches maigres, quoi, parce que les vaches maigres exacerbent les inégalités et les barrières. C'est parce que parfois on peut avoir des belles histoires qu'on nous raconte. Ça rien d'essayer de forcer ça, parce que parfois on nous raconte des belles histoires. Non mais vas-y, moi je voulais absolument réussir dans ce milieu. Et en fait, je pense qu'au final, tu t'épuises beaucoup alors que tu pourrais avoir plus d'opportunités dans un truc parce que c'est juste une question mathématique. Mais en vrai, tu t'épuises aussi à te dire où est-ce qu'il est le trou dans la brèche pour que je puisse m'y engouffrer. Tu vois, alors qu'en fait il y a d'autres. Bah, après c'est ça, c'est le principe même de. Et dans tous les cas, ça reste super dur, quoi, parce que en fait, voilà. Une fois que tu as surmonté toutes ces barrières-là, au final, tu as juste gagné le droit de galérer comme un chien, comme tous les autres, à essayer de faire marcher ton truc, parce que le privilège ne fait pas disparaître la difficulté et l'effort. C'est simplement qu'elle enlève les malus. Ça fait une bonne boucle. Il y a un truc. Parce qu'il va falloir qu'on finisse, parce que là, c'est l'heure. Mais t'as fait une bonne boucle avec le début de. C'est un américain, en fait. L'heure, c'est l'heure, tu vois. Genre, c'est pas comme nous, genre, Jazzy, c'est fini, genre 30, on t'a pris 15 minutes, 20 minutes. C'est ça. See you, thank you, bye. Non, bref. En fait, ça fait une bonne boucle par rapport à ce que tu as dit au départ, parce qu'en fait, on finit là-dessus. Et au début, ce que tu as dit, c'est que YC t'a offert juste l'opportunité d'être à niveau avec les autres et de pouvoir réussir ça t'a donné le droit de galérer, quoi. Réussir à galérer. Donc c'est un peu le enfin finalement tu vois ça finit bien, c'est-à-dire que je pense qu'en fait c'est juste faut qu'on soit dans les endroits qui nous permettent d'avoir la chance de galérer et après en fait je trouve que c'est intéressant parce que comme nous on a forcément on est piloté comme ça, c'est comme ça, de travailler 4 fois plus, 5 fois plus, 6 fois plus parce qu'on nous a dit que c'était comme ça. Du coup en fait la galère pour nous, ce qui est une galère pour les autres, pour nous c'est juste normal, tu vois, genre. C'est clair. C'est que sur le long terme, la galère, ça devient le super power. Je pense vraiment. Ouais. Nous, ça nous a énormément aidé parce qu'on a eu énormément de concurrents qui étaient arrivés au même stade que nous beaucoup plus facilement et sur la longueur, on les a explosés, quoi. Yes. Bon, bonne conclusion. Faut charbonner la galère, voilà. Et puis voilà. En tout cas, merci énormément, Solomon. C'était trop cool d'avoir ton retour et d'avoir voilà. Bah, merci beaucoup. Et voilà. Écoute, avec grand plaisir. À très très vite. Ciao et désolé de t'avoir pris 11 minutes supplémentaires. Ciao ciao.